J'étais allongé sur le canapé de mon salon, serrant les dents sous la douleur aveuglante d'une rupture du ligament croisé antérieur, lorsque mon propre frère m'a appelé pour annuler mon invitation au dîner de Noël familial. Il ne m'a pas demandé comment mon genou se remettait après la reconstruction chirurgicale éprouvante. Il ne se souciait pas du fait que je pouvais à peine marcher jusqu'à ma cuisine sans être sur le point de m'évanouir de douleur. Au lieu de cela, il m'a dit que mes béquilles et mes joggings bon marché ruineraient l'esthétique de haute société de sa prochaine fête de fin d'année. Puis il a porté le coup de grâce. Cette fête VIP n'est pas un endroit pour les perdants, Gideon, a-t-il ricané, la voix dégoulinante de venin. Juste avant qu'il ne raccroche, mon sang s'est glacé. Ce que mon arrogant de frère ne réalisait pas dans ce moment fatidique, c'est que ce soi-disant perdant était la seule raison pour laquelle il avait un toit de luxe au-dessus de sa tête. Voyez-vous, il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de couper les 11 100 $ que je payais secrètement chaque mois pour maintenir à flot son style de vie de faux milliardaire. Si vous pensez que les membres toxiques d'une famille devraient avoir ce qu'ils méritent, cliquez sur le bouton j'aime. Le son de notification de mon téléphone m'a fait l'effet d'un coup physique contre mon crâne. Ma tête martelait au rythme implacable d'un marteau-piqueur. J'étais coincé en position fétale sur mon canapé usé, entouré d'une forteresse de poches de glace, de tasses vides de thé tiède et d'un flacon d'analgésique sur ordonnance qui calmait à peine la sensation de brûlure dans mon genou. La chirurgie avait été brutale. Le médecin avait dû utiliser une greffe pour reconstruire le ligament déchiré. Et le processus de récupération me donnait l'impression de me traîner sur des kilomètres de verre brisé. Je me sentais incroyablement faible. Je me sentais petit. J'ai attrapé le téléphone sur la table basse, la main tremblant légèrement sous l'effet de l'épuisement physique nécessaire pour bouger le moindre muscle. L'écran s'est allumé intensément, affichant le nom d'Alaric. Une infime et pathétique vague de soulagement a envahi ma poitrine. Enfin, mon frère aîné prenait de mes nouvelles. Je lui avais envoyé un message, ainsi qu'à sa femme Kreza, juste avant que l'anesthésie ne m'emporte. J'avais reçu un emoji pouce levé froid et détaché de la part de Kreza, et un silence radio de la part d'Alaric. Mais maintenant, il appelait. J'ai bêtement pensé qu'il se souciait de mon bien-être. J'ai raclé ma gorge sèche et j'ai répondu. Je lui ai dit que j'étais enfin de retour à la maison et que ces derniers jours avaient été un cauchemar éveillé. J'ai essayé de lui parler du gonflement, mais Alaric m'a coupé la parole avant même que je puisse finir ma phrase. Sa voix était vive, énergique et dénuée de toute empathie humaine. On aurait dit qu'il marchait d'un pas rapide dans un bureau d'entreprise animé. Il a annoncé bruyamment que lui et Kreza finalisaient la liste du dîner du réveillon de Noël et que des traiteurs hors de prix arrivaient dans une heure pour un menu de dégustation. Les analgésiques ralentissaient mon cerveau, m'empêchant de traiter le changement radical de son ton. Je lui ai dit que je ne savais pas trop quoi apporter cette année car rester debout devant une cuisinière était hors de question, mais j'ai mentionné avec fierté que j'avais déjà commandé les 20 millésimés que Kreza aimait toujours pour l'échange de cadeaux familial. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. C'était un silence lourd et pesant, plus acéré que l'incision chirurgicale fraîche sur ma jambe. Alaric a poussé un grand soupir théâtral. C'était le faux bruit de sympathie qu'il faisait toujours juste avant de faire quelque chose d'égoïste. Il m'a dit qu'ils apportaient des changements drastiques à la liste des invités cette année. Il a dit que l'ambiance allait être complètement différente, très haut de gamme, exclusive. Kreza avait invité Vespé, la vice-présidente de sa grande entreprise immobilière, et Alaric faisait venir 2 riches investisseurs providentiels, Magnus et Evandé, pour sa toute nouvelle entreprise. J'ai ajusté ma jambe sur le canapé, grimaçant sous l'effet d'un étirement vif et brûlant dans mon genou, et je lui ai dit que cela semblait être une soirée très intense. J'ai promis que je resterais simplement assis tranquillement dans un coin de la pièce. Je lui ai dit que je ne dérangerais pas ses invités VIP. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin d'être entouré de ma famille parce que le fait d'être seul dans une maison silencieuse tout en me remettant d'une chirurgie majeure commençait à peser lourdement sur ma santé mentale. Alaric a soupiré de plus belle, beaucoup plus fort cette fois. C'était un son impatient, irrité, indiquant clairement que j'étais un fardeau. Il m'a dit que je ne l'écoutais pas. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'un repas partage familial. C'était un événement de réseautage crucial déguisé en fête de Noël, et que l'apparence était primordiale dans le monde des affaires. Et franchement, a-t-il dit, vu l'allure que j'avais ces derniers temps, je ne cadrais tout simplement pas avec l'esthétique exclusive qu'il construisait. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. La douleur dans mon genou a disparu, remplacée par un choc glacial.
Je lui ai demandé exactement ce qu'il entendait par là. Il a adopté ce ton professoral et condescendant que je détestais depuis notre enfance. Il a souligné que je travaillais à domicile. Il a fait remarquer que je vivais en vêtements de sport bon marché et que je conduisais une Subaru Outback de 12 ans d'âge délabrée. Il a dit que je me complaisais dans ma médiocrité, mais que les gens qui venaient chez lui étaient des requins. C'étaient des gagnants. Il a dit que Kreza était extrêmement stressée à l'idée de faire une impression parfaite. Et le fait de voir son beau-frère assis dans un coin, ressemblant à un fantôme malade sur des béquilles en métal, n'était pas l'image qu'il voulait projeter au monde. Puis est venu le coup brutal. Il m'a traité de perdant stagnant. Il m'a dit de rester chez moi, de prendre mes pilules, et a ajouté qu'il m'enverrait peut-être des restes froids s'il en restait. La ligne s'est coupée. Il m'a raccroché au nez. J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone. Le reflet montrait un homme pâle, fatigué, avec des cernes sous les yeux. J'ai laissé tomber le téléphone sur le tapis et j'ai fermé les yeux très fort. Des larmes chaudes ont coulé malgré mes efforts pour les retenir. Ce n'était pas seulement le rejet glacial de mon propre frère. C'était l'audace, l'ignorance aveuglante, la cruauté pure de frapper un homme à terre alors qu'il saignait sur son canapé. Mais pour comprendre pourquoi ces paroles cruelles ont entaillé si profondément mon âme, il faut regarder la montagne massive de dettes financières que je portais silencieusement pour lui. Que feriez-vous si votre propre frère vous jetait comme un déchet alors qu'il vit secrètement à vos crochets? En grandissant dans notre foyer de banlieue, la ligne de démarcation entre Alaric et moi avait été tracée au marqueur permanent épais dès le premier jour. Alaric était l'enfant prodige incontesté. Il était le quarterback du lycée, le roi de la promo, le gamin au sourire charismatique qui pouvait charmer une enseignante de mathématiques stricte pour qu'elle transforme une note éliminatoire en note de passage simplement en prenant des nouvelles de son week-end. J'étais le discret à l'arrière-plan, le rat de bibliothèque invisible, le gamin qui restait dans sa petite chambre à assembler des ordinateurs sur mesure et à écrire de longues histoires pendant que tout le monde était au match de football. Nos parents, Thaddeus et Rowena, adoraient Alaric. Ils le regardaient et voyaient un futur titan de l'entreprise, un homme destiné à une grandeur incroyable et à une richesse massive. Ils me regardaient et voyaient une pensée après coup agréable, un plan de secours qu'ils n'avaient jamais l'intention d'utiliser. Au moment d'entrer à l'université, le favoritisme flagrant a atteint un sommet terrifiant. Mes parents ont discrètement liquidé une part massive de leur compte de retraite et ont fait l'impensable. Ils ont vendu un magnifique terrain au bord du lac que mon grand-père nous avait spécifiquement légué par testament pour que nous le partagions équitablement. Ils l'ont vendu entièrement pour envoyer Alaric dans une université privée hors de l'État extrêmement chère. Ils ont justifié cela en disant qu'Alaric avait besoin d'accéder au bon réseau de personnes d'élite pour prospérer dans le monde des affaires. Quand est venu mon tour de postuler dans des écoles, mon père Thaddeus m'a tendu une brochure bon marché et brillante pour le collège communautaire local et m'a dit que le travail acharné et les prêts étudiants forgeaient un caractère solide. Je n'ai pas fait de caprice. J'ai fait des quarts de nuit épuisants dans un restaurant de frites graisseux pour payer mes frais de scolarité en espèces. Je ne me suis plaint à personne. J'ai juste baissé la tête, j'ai étudié tard dans la nuit et j'ai travaillé. Au cours de la décennie suivante, Alaric a systématiquement gaspillé chaque avantage qui lui avait été remis sur un plateau d'argent. Il a lancé une marque de montres de luxe qui a fait une faillite retentissante en moins de 14 mois. Il a tenté de lancer un incubateur de start-up technologiques sans connaître une seule ligne de code informatique. Mes parents l'ont renfloué chaque fois que la situation devenait intenable. Ils ont vidé entièrement leurs économies pour financer les visions entrepreneuriales creuses d'Alaric. Pendant ce temps, j'ai discrètement bâti ma propre carrière très lucrative depuis mon salon. Je suis devenu un écrivain de l'ombre et un architecte en cybersécurité très recherché. Je prenais les pensées brutes, chaotiques et désorganisées de fondateurs de technologies brillants mais terriblement inarticulés de la Silicon Valley et je les transformais en best-sellers massifs et en articles industriels soignés. Mes tarifs horaires sont devenus astronomiques, atteignant la tranche des 7 chiffres par an, mais mon style de vie personnel est resté invisible. J'ai acheté une maison modeste, bien isolée et entièrement payée dans un quartier calme. J'ai maximisé de manière agressive mes fonds de retraite et mes portefeuilles d'investissement diversifiés. Je conduisais une Subaru Outback de 12 ans d'âge, hautement fiable, car elle ne tombait jamais en panne sous la neige d'hiver. Je n'avais pas besoin d'une Rolex brillante au poignet pour savoir exactement quelle heure il était. Je n'avais pas besoin de porter des costumes de créateur pour prouver ma valeur à des inconnus. J'étais parfaitement satisfait d'être l'homme derrière le rideau,
laissant les PDG s'attribuer le mérite public pendant que j'encaissais discrètement leurs chèques massifs. Ma famille savait que je travaillais sur des ordinateurs, mais ils supposaient que j'étais juste un blogueur indépendant de bas niveau luttant pour joindre les deux bouts. Ils n'ont jamais pris la peine de demander des détails, et je n'ai jamais pris la peine de corriger leurs hypothèses. Le contraste entre ma réalité discrète et l'illusion bruyante d'Alaric était saisissant. Il portait des costumes sur mesure qu'il achetait à crédit. Il louait des voitures de luxe qu'il n'avait pas les moyens d'approvisionner en carburant. Il organisait des dîners coûteux pour impressionner des gens qui oublieraient son nom à la seconde où il franchirait la porte. Il construisait un musée de faux succès tandis que je construisais une forteresse de véritable sécurité financière. Mais la véritable tragédie de notre dynamique familiale était que mes parents étaient les conservateurs enthousiastes de son musée. Ils astiquaient ses faux trophées et ignoraient mes fondations bien réelles. Ma mère, Rowena, m'a un jour pris à part lors d'une réunion de famille quand j'avais 25 ans. Je venais de décrocher mon premier contrat d'envergure avec une grande entreprise technologique, et j'en étais discrètement fier. Avant même que je puisse partager la nouvelle, elle a regardé mon pull ordinaire, a soupiré doucement et a prononcé une phrase qui allait me hanter pendant des années. « Ton frère est né pour être un leader, Gideon », a-t-elle dit en me tapotant le bras avec condescendance. « Tu dois comprendre qu'il a besoin de la lumière des projecteurs pour briller. Tu devrais savoir t'effacer et la lui laisser. » Elle me disait essentiellement que mon existence n'était qu'un rôle de soutien dans la grande pièce de théâtre qu'était la vie d'Alaric. J'ai avalé ma fierté ce jour-là et j'ai gardé mon succès secret. J'ai canalisé ce rejet profond et persistant dans mon travail, utilisant la solitude comme carburant pour me dépasser. Je pensais avoir fait la paix avec le fait d'être le fils invisible. Mais je me trompais lourdement. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un fantôme dans votre propre famille? Il y a 3 ans, la fausse réalité qu'Alaric avait bâtie s'est effondrée violemment sur sa tête. C'était un mardi soir glacial de novembre, sous une pluie battante qui résonnait comme du gravier frappant mon toit. On a frappé à ma porte d'entrée de manière frénétique et terrifiante. J'ai boité jusqu'à la porte et je l'ai ouverte pour trouver Alaric trempé jusqu'aux os. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Il avait l'air terrifié. Il est entré dans mon couloir, s'est effondré contre le mur et s'est mis à pleurer comme un petit enfant. Il a avoué la sombre vérité qu'il cachait à nos parents. Ses cartes de crédit étaient au plafond absolu de leurs limites. Il avait 3 mois complets de retard sur les paiements de son hypothèque massive et boursouflée, et Kreza, sa femme incroyablement superficielle qui avait grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche, était en train de boucler ses valises de marque. Elle le menaçait d'un divorce difficile et s'apprêtait à ramener leurs 2 jeunes enfants, Finian et Lyra, dans la riche propriété de ses parents. Alaric a attrapé mon t-shirt à 2 mains, ses articulations blanches. Il sanglotait, me suppliant de le sauver financièrement. Il a dit qu'il avait juste besoin d'une courte période pour se remettre sur pied. Il a juré qu'il avait un tout nouveau projet, un succès massif garanti, mais qu'il avait besoin de temps pour obtenir des capitaux d'investisseurs. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais la seule personne au monde à qui il pouvait confier sa vie. J'ai regardé mon frère aîné, un homme qui avait reçu tous les avantages du monde sur un plateau, aujourd'hui réduit à une flaque pathétique d'eau et de larmes sur mon parquet. J'ai pensé à mon neveu Finian, qui avait 7 ans à l'époque et qui éprouvait des difficultés en mathématiques. J'ai pensé à ma douce nièce, Lyra, qui avait 5 ans et adorait dessiner des animaux colorés. Je ne pouvais pas laisser ces enfants innocents perdre leur maison familiale et affronter le traumatisme d'un divorce difficile. Alors, contre mon propre bon sens, j'ai conclu un accord financier strict avec lui. J'ai refusé de donner un chèque en blanc à Alaric ou de déposer de l'argent directement sur son compte parce que je savais qu'il s'évaporerait instantanément en déjeuners d'affaires coûteux et en mauvais investissements. Au lieu de cela, je lui ai dit que je couvrirais directement les factures essentielles pour empêcher Kreza de partir. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et je l'ai forcé à énumérer chaque dette douloureuse. Les chiffres étaient astronomiques, mais je n'ai pas scié. J'ai mis en place des virements électroniques récurrents directs de mon compte bancaire vers les institutions qui maintenaient sa vie à flot. J'ai accepté de payer les 6 500 $ par mois pour l'hypothèque de sa vaste demeure de banlieue. J'ai accepté de payer les 3 200 $ par mois pour l'école privée d'élite que fréquentaient Finian et Lyra afin que leur éducation ne soit pas perturbée. Et pour garder intacte l'image publique fragile de Kreza afin qu'elle puisse se rendre à ses visites immobilières haut de gamme, j'ai pris en charge le leasing mensuel massif de sa Mercedes GL flambant neuve, qui coûtait 1 400 $ chaque mois.
Le grand total représentait 11 100 $ qui sortaient de mes comptes tous les 30 jours. Sur une période de 3 ans, cette dette toxique approchait rapidement les 400 000 $. Je l'ai fait par pur amour pour mon neveu et ma nièce. Je l'ai fait parce que la famille est censée se protéger mutuellement quand la tempête frappe. J'ai forcé Alaric à signer un document formel et juridiquement contraignant reconnaissant les paiements comme un prêt, et non comme un cadeau. Il l'a signé avec empressement, d'une main tremblante, jurant sur sa vie qu'il rembourserait chaque centime dès que son nouveau cabinet de conseil décollerait. Il m'a serré dans ses bras ce soir-là, m'appelant son sauveur. Je l'ai regardé partir sous la pluie, croyant sincèrement avoir fait ce qu'il fallait. Je croyais sincèrement que cette immense leçon d'humilité forcerait enfin mon frère à grandir, à prendre ses responsabilités et à apprécier les sacrifices silencieux que je faisais pour garder sa famille unie. Beauty quickly learned that gratitude has a very short, highly perishable shelf life. L'humilité désespérée dont il avait fait preuve sur mon sol cette nuit de pluie a disparu en quelques semaines, rapidement remplacée par un sentiment d'autorisation toxique et insupportable. Il n'a jamais retrouvé de vrai travail stable. Il se qualifiait vaguement de consultant indépendant en gestion de patrimoine. Il ne m'a jamais remboursé un seul centime. Pire, he started acting like the money he was sending was his own hard-earned corporate bonus. Il a commencé à me traiter comme une nuisance plutôt que comme une bouée de sauvetage. Il a arrêté de dire merci. Il a cessé de m'inviter, sauf s'il avait besoin d'une assistance technique gratuite pour ses ordinateurs hors de prix ou de quelqu'un pour garder les enfants gratuitement pendant que lui et Kreza assistaient à des galas de bienfaisance. Je finançais son illusion et il me traitait comme un employé de maison. Le véritable et indéniable point de rupture a commencé à montrer son vilain visage il y a tout juste un mois, pendant les fêtes de Thanksgiving. Nous étions tous réunis chez Alaric pour le dîner. J'avais discrètement payé la dinde biologique géante, le vin importé coûteux que Kreza avait spécifiquement demandé et les compositions florales élaborées décorant la table, bien que personne n'ait mentionné ce fait. Nous étions assis autour de la grande salle à manger, sous la lueur chaleureuse des lustres en cristal. Darien et Audet, mon oncle et ma tante, qui fonctionnaient entièrement comme les relais obéissants de mes parents, s'étaient penchés sur la table, regardant Alaric avec une admiration pure et inaltérée. Alaric, ce nouveau costume sur mesure te va à ravir, a roucoulé bruyamment Antonet, en sirotant le vin que mon argent avait acheté. Tu as vraiment l'air d'un homme qui commande la pièce. Ton entreprise doit réaliser un trimestre record. Alaric a souri d'un air arrogant, ajustant sa coûteuse cravate en soie. Puis mon père Thaddeus m'a regardé directement. Un sourire crispé et poli était plaqué sur son visage, mais ses yeux étaient froids. Et Gideon, tu fais toujours ton petit truc de dactylo, à écrire ces petits blogs pour les gens sur Internet ? Tu devrais vraiment demander à ton frère s'il n'a pas du travail administratif d'entrée de gamme dans son cabinet. Tu ne peux pas te cacher chez toi éternellement. J'ai serré ma lourde fourchette en argent sous la table jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc pur. J'ai pris une grande inspiration, j'ai hoché la tête calmement et j'ai dit, oui, papa. J'écris toujours pour payer les factures. Je m'en sors très bien. Kreza a laissé échapper un petit rire condescendant et cristallin depuis l'autre bout de la table. C'est honnêtement mignon que tu aies un petit passe-temps pour t'occuper, Gideon. En revanche, tu devrais vraiment laisser Alaric te donner de vrais conseils d'affaires bientôt. Tu ne peux tout simplement pas conduire cette horrible vieille Subaru éternellement. Cela fait littéralement baisser la valeur immobilière de tout notre quartier quand tu la gares dans notre allée pendant tes visites. Mes voisins m'ont demandé si nous avions embauché un nouveau plombier. Mon oncle et ma tante ont ricané à son insulte. Alaric n'a pas dit un seul mot pour me défendre. Il a juste pris une longue et lente gorgée de son vin millésimé et m'a regardé avec un mélange de pitié et de dégoût. Je suis resté assis là dans un silence total. Je me suis mordu violemment la langue parce que j'aimais trop les enfants pour déclencher une dispute hurlante le jour de Thanksgiving. J'ai regardé vers le bout de la table. Fignon mangeait joyeusement sa dinde, inconscient du venin qui était déversé. Lyra était assise tranquillement par terre à côté, dessinant joyeusement sur du papier canson de qualité supérieure avec les pinceaux d'aquarelle professionnels et coûteux que je lui avais achetés pour son anniversaire. Je me répétais sans cesse que je les protégeais de la pauvreté. Je ne réalisais pas que je finançais activement une immense illusion. Je payais le prix fort pour les balles même qu'ils me tiraient en toute confiance dans le dos. Ils étaient assis dans une maison que je payais, mangeaient de la nourriture que j'avais achetée, buvaient du vin que je leur fournissais, et se moquaient de moi parce que j'étais pauvre.
L'ironie était si épaisse qu'elle en devenait étouffante. Je me suis éclipsé tôt ce soir-là, prétextant un mal de tête. Alors que je me dirigeais vers ma vieille Subaru fiable, je pouvais entendre leur rire bruyant et arrogant résonner à travers les lourdes portes en bois du manoir. J'ai serré le volant de ma voiture dans le froid glacial et j'ai fixé les fenêtres lumineuses de leur vie parfaite et fausse. J'étais le fantôme dans leur machine, le moteur invisible qui gardait les lumières allumées. Et ils me méprisaient pour cela. Ils méprisaient les fondations mêmes sur lesquelles ils se tenaient. Je suis rentré chez moi en silence, les graines d'un profond ressentiment fermement plantées dans ma poitrine. Et maintenant, allongé sur mon canapé, me remettant d'une chirurgie brutale du genou, Alaric venait de presser la détente et de m'exclure officiellement de la famille. La douleur physique brûlante de mes blessures chirurgicales était éclipsée par une douleur froide et creuse qui se propageait rapidement dans ma poitrine. Je me suis assis sur le canapé, grimaçant alors que les points de suture frais tiraient sur ma peau gonflée. Une chaleur sourde, dangereuse et bouillonnante a commencé à monter du plus profond de mon être. Cela n'avait rien à voir avec une fièvre post-opératoire. C'était de la rage pure. C'était une rage cristallisée et sans compromis. Il savait que j'étais seul dans cette maison. Il savait que je souffrais physiquement et mentalement. Et il m'a jeté comme un déchet délaissé simplement parce que mes vêtements confortables ne cadraient pas avec son esthétique de faux millionnaire. Avez-vous déjà atteint un point où la tristesse s'estompe simplement pour ne laisser place qu'à une clarté froide et implacable? J'ai ramassé mon téléphone sur le tapis et j'ai ouvert l'application Instagram. Tout en haut de mon fil d'actualité se trouvait une nouvelle story publiée par Cresa il y a tout juste 20 minutes. J'ai appuyé sur le cercle violet lumineux. C'était une vidéo en travelling de leur immense salon richement décoré. La pièce exacte que j'avais empêché la banque de saisir pendant 36 mois d'angoisse. Elle était parée de décorations personnalisées argentées et blanches qui avaient probablement coûté des milliers de dollars. Un immense arbre de Noël, décoré par des professionnels, atteignait le haut plafond voûté. Une musique classique douce et coûteuse passait chaleureusement en arrière-plan. En bas de l'écran, Cresa avait fièrement écrit une légende en lettres cursives élégantes, préparatifs pour la plus grande soirée de l'année. Liste d'invités VIP exclusive uniquement. Réussite de haut standing. Perdant non admis. J'ai regardé la courte vidéo tournée en boucle 3 fois, dans un silence total. Perdant non admis. Je savais exactement ce que cela signifiait. C'était leur nouveau mot de code pour me désigner. J'ai zoomé sur la vidéo avec 2 doigts. J'ai vu le canapé en cuir italien que je les avais aidés à choisir et que j'avais indirectement payé. J'ai vu le petit feignant courir joyeusement devant l'objectif de la caméra, portant son coûteux uniforme d'hiver sur mesure que mon compte bancaire avait financé. Mon pouce flottait dangereusement au-dessus de l'écran lumineux. Alaric m'avait traité de perdant au téléphone. Il avait dit que j'étais totalement stagnant. Il avait affirmé avec assurance que je ne cadrais pas avec les gagnants de ce monde. Il voulait une esthétique exclusive pour ses amis puissants. Le barrage dans mon esprit a fini par céder. Le besoin désespéré de protéger mon neveu et ma nièce ne pouvait plus justifier les abus psychologiques que je subissais. Je ne les protégeais pas. Je leur apprenais qu'il était acceptable d'utiliser les gens et de les traiter comme de la terre. J'ai fermé l'application Instagram et j'ai immédiatement composé le numéro de mon meilleur ami d'université, Lucian. Lucian est un avocat d'affaires de haut niveau en centre-ville, un requin brillant et terrifiant dans un costume sur mesure qui ne tolère aucune bêtise de la part de quiconque. C'était la seule personne au monde qui connaissait toute l'étendue de mon arrangement financier avec mon frère. Lucian a répondu dès la 2e sonnerie. Gideon, tu as une voix terrible. Comment va ton genou? Le genou guéri, Lucian, ai-je dit, la voix posée, dépouillée de toute émotion. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu rédiges une mise en demeure formelle pour le remboursement immédiat d'un prêt. Il y a eu un bref silence sur la ligne. Est-ce qu'on débranche enfin l'enfant prodige, a demandé Lucian, une pointe d'amusement sombre se glissant dans sa voix acérée. Il a annulé mon invitation au dîner de Noël parce que mes béquilles et mes joggings ruinent son esthétique de haute société, ai-je expliqué froidement. Il m'a dit que la fête n'était pas un endroit pour les perdants. Il veut impressionner ses investisseurs providentiels et le patron de Cresa. Alors je vais le laisser les impressionner avec son propre argent. Lucian a laissé échapper un sifflement impressionné. J'attends depuis 3 ans que tu te réveilles, Gideon. As-tu le contrat signé de la nuit où il est venu pleurer chez toi? Oui.
j'ai aussi un tableur méticuleusement détaillé de chaque virement bancaire, chaque paiement hypothécaire, chaque paiement de location de Mercedes, chaque chèque de scolarité. Le grand total s'élève exactement à 399 600 $. Magnifique, a dit Luciane, le sourire prédateur sensible dans sa voix. Je vais rédiger une attaque juridique dévastatrice. Elle exigera le remboursement des 400 000 $ comptabilisés. Cela ne le forcera pas à signer un chèque aujourd'hui, mais cela le bloque légalement. Cela agit comme un barrage massif et inamovible s'il essaie de contracter discrètement une autre ligne de crédit pour survivre. Quand veux-tu qu'elle soit délivrée? Je vais la livrer moi-même, ai-je dit, regardant par la fenêtre de mon salon la neige qui tombait. Le soir du réveillon de Noël. En plein milieu de sa fête VIP exclusive. Je ferai livrer les documents chez toi par coursier demain matin, a promis Luciane. Fais-leur vivre l'enfer, Gideon. J'ai raccroché. La douleur physique dans mon genou avait entièrement disparu, remplacée par une décharge d'adrénaline pure. Alaric voulait une fête pour les gagnants. Il était sur le point d'apprendre la leçon la plus dure du monde des affaires auquel il prétendait appartenir. La banque vient toujours récupérer ses dettes. J'ai ouvert mon portail bancaire hautement sécurisé sur mon ordinateur portable. L'interface bleue brillait intensément dans la pénombre de mon salon. J'ai contourné mon compte courant standard. J'ai fait défiler rapidement mes portefeuilles d'investissement diversifiés et mes comptes d'épargne à haut rendement. Des chiffres si importants qu'Alaric ne pouvait même pas les concevoir dans ses rêves les plus fous et les plus désespérés. J'ai cliqué fermement sur l'onglet des paramètres intitulé « Virement récurrent planifié ». Ils étaient là, les 3 respirateurs artificiels lumineux qui maintenaient en vie son faux monde de plastique. Virement automatique mensuel récurrent, 6 500 $. Note de référence, hypothèque Alaric. Virement automatique mensuel récurrent, 3 200 $. Note de référence, scolarité privée Finian et Lyra. Virement automatique mensuel récurrent, 1 400 $. Note de référence, location Mercedes GL Cresa. Pendant 3 longues et douloureuses années, j'avais été le moteur silencieux et invisible qui alimentait leur arrogance insolente. J'ai murmuré ces paroles cruelles dans mon salon vide, pas un endroit pour les perdants. Un sourire froid, dur et profondément troublant a effleuré mes lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire précis d'un expert en démolition chevronné qui regarde un bâtiment condamné juste avant d'appuyer sur le gros détonateur rouge. Alaric voulait désespérément un Noël exclusif pour les gagnants. Il voulait une esthétique parfaite. Soit, je lui donnerais exactement ce qu'il demandait, mais il avait oublié la règle cardinale de la haute société. Les vrais gagnants paient eux-mêmes leurs factures colossales. Mon curseur flottait lourdement sur le bouton rouge d'annulation de l'hypothèque de la vaste demeure. Le paiement devait être traité dans exactement 3 jours. Une vague de calme étrange et incroyablement puissante a envahi tout mon corps, remplaçant la blessure, la trahison et la profonde humiliation que je portais depuis l'enfance. J'ai cliqué sur la souris. L'application bancaire a affiché un message d'avertissement strict. Êtes-vous sûr de vouloir annuler définitivement ce transfert récurrent? Cette action critique ne peut pas être annulée. J'ai cliqué sur oui. Virement annulé avec succès. 6 500 $ par mois définitivement envolés. Les fondations de son faux château venaient de se fissurer. J'ai rapidement parcouru la liste numérique. Le leasing de la Mercedes de luxe, 1 400 $ par mois. Annulé. Oui, disparu. Les frais de scolarité de l'école privée, 3 200 $. Annulé. Oui, disparu. Je me suis adossé lourdement contre les coussins du canapé, l'ordinateur portable posé sur ma bonne jambe. Je venais de supprimer sans effort 11 100 $ de revenus mensuels non imposables de la vie de mon frère en 3 simples clics de souris. J'avais coupé le cordon ombilical. Mais je savais au fond de moi que si j'arrêtais simplement de payer les factures, il finirait par s'en apercevoir quand la banque appellerait ou que le gros agent de saisie se présenterait dans l'allée. Ils paniqueraient, mais ils essaieraient de le cacher. Je ne voulais pas qu'ils le cachent. Je voulais qu'ils sachent exactement pourquoi le puits financier s'était soudainement tari. Et je voulais qu'ils fassent l'expérience du coût réel de leur arrogance devant les personnes même qu'ils m'avaient sacrifiées pour impressionner. La bombe était posée. Le compte à rebours tournait jusqu'au réveillon de Noël. J'ai penché la tête en arrière, fermé les yeux et écouté le ronronnement silencieux de mon réfrigérateur.
Pour la première fois en 32 ans, je ne me sentais plus comme le plan de secours invisible. Je me sentais comme l'auteur de ma propre histoire. Alaric pensait pouvoir me jeter dehors dans le froid, mais il était sur le point de découvrir que c'était moi qui contrôlais la météo. La tempête arrivait et il n'avait pas de parapluie. Je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour que l'illusion se brise. Exactement 2 jours après avoir appuyé sur ce fatidique bouton d'annulation sur mon ordinateur, mon téléphone portable s'est allumé sur la table basse. Il était 10 heures pile du matin. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Alaric en lettres blanches brillantes. Je l'ai laissé sonner. Je me suis assis sur mon canapé, ajustant soigneusement la poche de glace sur mon genou enflé, et j'ai regardé le téléphone vibrer contre le bois jusqu'à ce qu'il bascule directement sur la messagerie voisine. Il a rappelé instantanément. Puis est arrivé un message texte frénétique en lettres majuscules exigeant que je l'appelle immédiatement car il y avait une urgence financière majeure. J'ai attendu 10 minutes complètes. J'ai lentement boité jusqu'à ma cuisine à l'aide de mes béquilles en aluminium, je me suis versé un grand verre d'eau glacée, j'ai pris une profonde inspiration de recentrage, et je l'ai finalement rappelé. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang » a hurlé Alaric à la seconde même où la communication s'est établie. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment mon genou supportait la kinésithérapie. Il était en mode panique totale, sans filtre. Sa voix déraillait violemment sous le coup d'une hystérie pure, résonnant bruyamment comme s'il faisait les 100 pas dans un couloir vide. La banque vient de m'appeler, Gideon. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Le représentant a dit que le numéro de routage associé au transfert automatique avait été définitivement révoqué. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Est-ce que ta stupide banque a foiré le transfert planifié? Tu devais régler ça tout de suite avant qu'il ne signale mon compte. Bonjour à toi aussi, Alaric, ai-je dit, gardant un ton de voix tout à fait plat, calme et dénué de toute émotion humaine. J'ai bu une lente gorgée de mon eau glacée. Comment se passent les préparatifs du Noël exclusif pour tes invités de grande valeur? Ne joue pas à tes jeux stupides avec moi aujourd'hui, Gideon, a-t-il crié, sa voix atteignant des sommets d'intensité. Je suis en pleine réunion cruciale avec les traiteurs. Si ce paiement massif n'est pas réglé d'ici demain matin, la banque va appliquer des frais de retard dévastateurs et mettre une énorme marque rouge sur mon dossier de crédit impeccable. Appelle ta banque et règle le problème tout de suite. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit calmement, fixant le ciel d'hiver gris par la fenêtre de la cuisine. Je l'ai annulé. Le silence pesant à l'autre bout du fil était assourdissant. Pendant de longues et glorieuses secondes, je n'ai entendu que sa respiration saccadée et paniquée résonner dans le combiné. « Tu as fait quoi » a-t-il chuchoté, la voix tremblante d'un mélange de confusion et de terreur naissante. « Pourquoi ? Pourquoi au nom de Dieu ferais-tu ça juste avant les fêtes ? » « Parce que je suis un perdant, Alaric, ai-je dit, canalisant chaque once de glace dans mes veines. Tu te souviens de m'avoir dit fièrement au téléphone il y a 2 jours que ta maison n'était pas un endroit pour les perdants ? Et les perdants ne paient pas pour des demeures de luxe tentaculaires. Ce sont les gagnants qui le font. Et puisque tu es un si grand gagnant à succès aujourd'hui avec tes amis corporatifs haut de gamme et ta fête à l'esthétique exclusive, je me suis dit que tu n'avais plus besoin de mon argent de perdant stagnant. Espèce de déchet mesquin et vindicatif, a-t-il bafouillé violemment, cherchant désespérément ses mots. Tu fais ça maintenant, juste avant le réveillon de Noël ? Tu punis intentionnellement Fignan et Lyra parce que j'ai accidentellement blessé ton ego fragile ? Tu essaies de nous mettre à la rue pour un simple malentendu ? Je ne punis absolument personne, les jeux corrigés vertement, coupant court à sa pitoyable manipulation. Je me retire simplement et je te laisse être le titan de l'industrie que tu prétends être. Tu as clairement déclaré que je plombais l'ambiance. Tu as dit que mes vêtements et mes béquilles vous embarrassaient, toi et Cresa. Eh bien, mon argent aussi. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Alaric. Tu ne peux pas me traiter comme un déchet en privé et m'utiliser comme un distributeur de billets gratuits en public. C'est $6 500, Gideon, a-t-il hurlé. Je n'ai pas ce genre de liquidité sous la main en ce moment. Je bloque tous mes capitaux pour le lancement de ma nouvelle entreprise. Alors tu ne devrais peut-être pas organiser une fête avec traiteur et 20 millésimés coûteux, ai-je répondu froidement. Ou mieux encore, demande à tes 2 nouveaux investisseurs providentiels. Je suis sûr que Magnus et Evandé adoreraient soutenir un gagnant comme toi qui ne peut pas payer son propre toit. Ah, et tu devrais peut-être prévenir Cresa. J'ai aussi annulé le paiement du leasing de sa Mercedes.
Les agents de saisie sont généralement très occupés pendant les fêtes. Il a hurlé une longue suite d'insultes viscérales avant que je ne raccroche calmement. Mon cœur martelait ma poitrine, mais cela faisait un bien fou de tenir enfin tête à mon frère. Cependant, Alaric était désespérément aux abois. Tout juste 4 heures plus tard, je me suis réveillé d'une sieste à cause d'une alerte de fraude rouge et urgente clignotant sur l'application de ma carte de crédit premium. Quelqu'un venait de tenter de débiter 4 500 $ dans une boutique de créateurs haut de gamme et chez un importateur de vins de luxe de la ville. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était une carte d'urgence que j'avais donnée à Alaric 2 ans auparavant, lorsque sa vieille voiture était tombée en panne au milieu de nulle part. Je lui avais explicitement dit de détruire la carte en plastique immédiatement après. J'ai appelé le service des fraudes de la banque sur le champ. L'agent de sécurité a confirmé que la carte physique n'était pas présente. Quelqu'un avait saisi manuellement les numéros en ligne. Alaric essayait activement de me voler pour acheter des cadeaux de luxe et du caviar d'importation afin de sauver les apparences pour sa fête. J'ai déclaré à la banque qu'il s'agissait d'une fraude massive. J'ai annulé la carte de manière permanente et j'ai déposé une plainte officielle. C'est à ce moment précis que la moindre trace de culpabilité que je pouvais avoir s'est évaporée. Ce n'était plus seulement une rivalité fraternelle ou un cas d'abus de confiance. C'était un abus financier calculé. C'était un vol qualifié. La colère brûlante en moi s'est rapidement transformée en une froide concentration stratégique. J'allais réduire sa fausse façade en cendres. Allait-il vraiment s'en sortir après avoir volé son propre frère? Le réveillon de Noël a fini par arriver dans notre ville, apportant avec lui un vent d'hiver glacial et mordant qui traversait les vitres épaisses de ma voiture. J'étais assis en silence, garé dans ma Subaru Outback de 12 ans d'âge, entièrement payé, juste en bas de la rue de la vaste maison de banlieue d'Alaric ou du moins de la maison que la banque possédait encore techniquement pour quelques semaines encore. Avant que la dure réalité ne rattrape complètement ses mensonges financiers. J'étais assis là, seul sur le siège du conducteur, le chauffage de ma vieille voiture luttant pour repousser la température glaciale, regardant la neige lourde et humide s'accumuler rapidement sur le pare-brise. Je n'étais pas invité à ce rassemblement de fêtes hautement exclusif. Mon frère aîné me l'avait fait comprendre très clairement, mais j'avais 2 petits cadeaux posés délicatement sur le siège passager, emballés dans du simple papier craft marron. L'un était un kit de programmation spécialisé et coûteux pour mon brillant jeune neveu feignant. L'autre était un ensemble d'aquarelles de qualité professionnelle pour ma nièce, Lyra. Je refusais de laisser l'ego de mon frère aîné priver ses enfants innocents d'une relation avec leur oncle à Noël. Ils ne méritaient pas d'être punis pour les péchés de leurs parents cupides. Mon plan d'action pour cette soirée glaciale était simple. J'allais remonter discrètement l'allée, déposer les 2 cadeaux emballés devant la porte d'entrée, lui remettre le document juridique dévastateur préparé par Luciane, et quitter immédiatement les lieux. J'ai regardé le long de la rue impeccable et parfaitement entretenue. L'association de copropriétaires locale très stricte imposait des illuminations de Noël parfaitement uniformes pour tous les résidents, et chaque immense maison de ce quartier aisé s'y conformait rigoureusement. Mais alors que j'observais la rue calme à travers la neige qui tombait, j'ai remarqué quelque chose d'incroyablement pathétique et de profondément révélateur sur leur situation actuelle. La Mercedes blanche de Cresa n'était pas garée fièrement au centre de l'allée circulaire pour que les invités VIP de l'entreprise puissent l'admirer. Au lieu de cela, le véhicule de luxe était garé à la hâte dans un espace sombre et étroit à l'arrière de la maison, partiellement caché derrière de grands buissons de tuyas épais. Elle cachait intentionnellement la voiture de luxe de la vue de la rue. Elle savait que l'agent de saisie scannait activement les plaques d'immatriculation dans son code postal ce soir-là, et elle était terrifiée à l'idée de perdre son symbole de statut social ultime avant la fin de la fête VIP. L'ironie suprême de la voir se cacher d'une dépanneuse tout en organisant une fête pour millionnaires m'a fait secouer la tête d'incrédulité. Soudain, une élégante berline noire de fonction s'est avancée lentement dans l'allée d'Alaric. Une femme élégante portant un superbe manteau de laine vert émeraude est sortie dans la nuit glaciale. J'ai instantanément reconnu son visage d'après les photos de profil professionnel que Cresa montrait toujours avec fierté. C'était Vespé, la puissante vice-présidente de la société d'immobilier commercial où travaillait Cresa. Vespé était la femme exacte dont Cresa espérait désespérément obtenir une promotion lucrative et une augmentation de salaire au cours de l'année à venir. Juste derrière la berline, une voiture de sport électrique flambant neuve s'est arrêtée en silence le long du trottoir. 2 hommes plus âgés, vêtus de costumes sur mesure extrêmement coûteux, sont sortis sur le trottoir enneigé. Il s'agissait de Magnus et Evandé,
Les deux riches investisseurs providentiels qu'Alaric tentait de courtiser agressivement pour obtenir un financement massif pour son entreprise fantôme. La maison d'Alaric brillait pratiquement dans le ciel d'hiver sombre et glacial. Chaque grande baille vitrée était embrassée d'une lumière dorée chaleureuse et accueillante. Je pouvais facilement voir les silhouettes sombres de personnes bien habillées se déplacer avec élégance dans le salon, tenant des verres de vin en cristal et riant bruyamment de plaisanteries que je ne pouvais pas entendre. De l'extérieur, tout semblait parfait. Cela avait l'air incroyablement cher. C'était l'image exacte d'un mensonge soigneusement construit et incroyablement fragile. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé les deux cadeaux emballés et l'épaisse enveloppe juridique posée sur le siège passager, et je suis sorti de ma voiture dans le froid d'hiver piquant. J'ai ajusté mon lourd manteau d'hiver et j'ai soigneusement placé mes béquilles en aluminium sous mes bras. Chaque pas vers cette maison étincelante m'envoyait une douleur sourde qui irradiait dans mon genou récemment opéré, mais l'inconfort physique était entièrement masqué par l'intense montée d'adrénaline qui coulait dans mes veines. Mes lourdes bottes d'hiver crissaient bruyamment sur le sol gelé tandis que je remontais résolument la longue allée sinueuse. J'étais sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. Non pas comme la proie invisible qu'ils avaient toujours pensé que j'étais, mais comme le chasseur qui détenait les clés de tout leur royaume. Que se passe-t-il lorsque le fantôme décide enfin de hanter le château? J'ai atteint la lourde porte d'entrée en chêne massif et j'ai fermement levé ma main gantée pour frapper. Avant même que mes articulations n'effleurent le bois sombre et poli, la lourde porte s'est ouverte brusquement de l'intérieur. Alaric se tenait là. Il portait une veste de smoking en velours bordeaux foncé incroyablement ridicule qui avait probablement coûté plus cher que ma première année complète d'université. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et plaqués en arrière, et il tenait un lourd verre de scotch importé dans sa main droite. Le sourire radieux et factice qui barrait son visage s'est instantanément évanoui à la seconde où ses yeux ont croisé les miens. Son visage s'est vidé de toute couleur, prenant une teinte grisâtre terrifiante. On aurait dit qu'il venait de voir un fantôme sur son porche. « Qu'est-ce que tu fous là, bordel ?» a chuchoté furieusement Alaric, faisant rapidement un pas à l'extérieur dans le froid glacial et refermant partiellement la lourde porte d'entrée derrière lui pour bloquer physiquement la vue de la fête chaleureuse et lumineuse à l'intérieur. « Joyeux Noël à toi aussi, Alaric, ai-je dit calmement, en gardant une voix tout à fait stable malgré la décharge d'adrénaline qui martelait mes côtes. Je viens simplement déposer ces cadeaux pour Finian et Lyra. Je ne reste pas pour gâcher ton esthétique d'entreprise exclusive. Prends juste les paquets pour que je puisse rentrer chez moi. » J'ai tendu les paquets en papier craft vers sa poitrine, en équilibre précaire sur mes béquilles. Alaric n'a pas pris les paquets. Il m'a regardé de haut en bas avec un dégoût total et pur. Je portais un jean sombre et confortable, un lourd manteau d'hiver et une écharpe en laine toute simple. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, un homme ordinaire et travailleur qui venait du froid extérieur. Pas un riche mondain prêt à discuter d'un important portefeuille immobilier autour de caviar d'importation. Je t'ai explicitement dit de ne pas t'approcher de ma maison ce soir, a chuchoté Alaric avec colère, ses yeux dardant des regards paniqués vers la rue pour voir si quelqu'un nous observait. Je suis en train d'assurer mon avenir financier en ce moment même. Magnus et Evandé sont à l'intérieur en train de boire du vin millésimé. Tu ne peux pas être vu sur mon porche avec l'air d'un sans-abri sur des bâtons de métal. Donne-moi ces fichus paquets et dégage de chez moi tout de suite avant que j'appelle la patrouille de sécurité du quartier pour te faire expulser de force. Avant même que je ne puisse formuler une réponse à sa menace insensée et cruelle, la voix percutante d'une femme a retenti depuis le hall d'entrée chaleureux juste derrière lui. « Qui est à la porte, Alaric ? Il fait un froid de canard dehors. Dis-leur d'entrer et ferme la porte avant de laisser s'échapper toute la chaleur. » C'était Vespé. Alaric a complètement paniqué. Ses yeux se sont agrandis sous l'effet d'une terreur absolue. Il ne pouvait pas faire une scène agressive sur son porche devant la vice-présidente de l'entreprise de sa femme. Il a forcé un sourire crispé et tout à fait artificiel sur son visage et a lentement poussé la lourde porte en chêne. « C'est juste Gideon, mon petit frère », a lancé Alaric vers l'intérieur, sa voix tremblant légèrement sous l'effet d'une énergie nerveuse et frénétique. Il a tendu le bras, a saisi mon bras d'une poigne de fer douloureuse et m'a tiré violemment dans le hall d'entrée lumineux. Il a chuchoté directement à mon oreille, son haleine sentant fort le scotch et la peur pure et viscérale, pose ses stupides cartons sur la table et repart immédiatement par la porte de la cuisine. Ne t'avise pas de m'embarrasser devant ces gens ce soir. La chaleur étouffante de l'immense maison a frappé mon visage froid instantanément. L'air sentait fort les aiguilles de pain fraîches, les bougies coûteuses à la cannelle et les plats traiteurs rôtis.
Le grand hall d'entrée s'ouvrait directement sur le vaste salon où une quinzaine de personnes incroyablement bien habillées discutaient tranquillement. La conversation animée dans la pièce s'est complètement arrêtée. Tous les regards se sont lentement tournés vers moi, debout maladroitement près de la porte d'entrée sur mes béquilles, tenant 2 paquets en papier craft marron. Kreza est soudainement apparue depuis la cuisine équipée massive, tenant un grand plateau d'argent rempli de hors-d'œuvre élaborés. Son visage parfaitement manucuré s'est figé dans une expression d'horreur pure. Elle a fixé mes bottes d'hiver trempées, puis a regardé avec panique son tapis blanc d'importation immaculé et incroyablement cher. Gideon, nous ne t'attendions pas ce soir. Alaric a dit à tout le monde que tu étais gravement malade et extrêmement contagieux, a bafouillé Kreza, les mains tremblantes. Je m'en vais tout de suite, ai-je dit clairement, la regardant droit dans les yeux terrifiés. Je dépose simplement ces cadeaux pour mon neveu et ma nièce. Je ne veux pas interrompre vos relations d'affaires haut de gamme. Avant que je ne puisse faire demi-tour et repasser la porte d'entrée, la grande femme au superbe manteau vert émeraude s'est avancée directement au milieu du hall d'entrée. C'était Vespé. Elle tenait une coupe de champagne en cristal, l'air incroyablement élégante et tout à fait intimidante. Elle a complètement ignoré Alaric et Kreza. Elle a plissé ses yeux acérés et analytiques en fixant mon visage, penchant légèrement la tête comme si elle essayait de résoudre une énigme complexe. « Attendez une petite seconde » a dit Vespé, sa voix de commandement coupant facilement le silence tendu et gênant du grand salon. Elle a fait 2 pas lents et déterminés vers moi. « Gideon ? Gideon, l'architecte en cybersécurité et écrivain de l'ombre ? L'homme même qui a structurellement édité et entièrement réécrit les mémoires du PDG d'Horizon Tech le printemps dernier ? » Le salon tout entier est devenu d'un silence de mort. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le parquet coûteux. Alaric a scié des yeux de manière agressive, complètement confus et dérouté par cette interaction inattendue. Quoi ? Non, Vespé. Il doit y avoir un énorme malentendu, a bafouillé Alaric à haute voix. C'est juste mon petit frère, Gideon. Il écrit juste des petits blogs insignifiants sur Internet depuis son canapé. Il est actuellement entre 2 vrais emplois, il a un peu de mal financièrement. Nous essayons gentiment de l'aider avec un peu de charité familiale quand nous le pouvons. Il recommençait, sous mes yeux, devant une pièce pleine de VIP d'affaires. Il me dépeignait intentionnellement comme un cas social pathétique pour rehausser désespérément son propre faux statut. Mais Vespé a complètement ignoré le bavardage frénétique d'Alaric. Elle s'est approchée de moi, me tendant la main avec un regard de pur respect professionnel. Vous êtes le meilleur éditeur structurel et consultant technologique de toute la côte est, a dit Vespé à haute voix, s'assurant que chaque riche investisseur dans la pièce entende clairement ses paroles. Mon directeur général a activement essayé de vous embaucher avec un contrat d'exclusivité l'année dernière. Vous coûtez une fortune absolue. Votre avocat d'affaires nous a dit que votre liste d'attente privée pour de nouveaux clients était de plus de 6 mois et vous avez fermement rejeté notre offre salariale massive sans y réfléchir à 2 fois parce que vous étiez complet avec des milliardaires de la Silicon Valley. J'ai esquissé un petit sourire sincère et j'ai serré sa main tendue avec assurance. C'est en fait une liste d'attente de 8 mois maintenant, Vespé. C'est un plaisir incroyable de vous rencontrer enfin en personne. Votre PDG dirige une entreprise brillante, mais mon emploi du temps était tout simplement trop chargé pour entreprendre un autre projet de cette envergure à l'époque. Le visage d'Alaric s'est vidé de chaque goutte de couleur restante. Il avait l'air sur le point de vomir physiquement sur le tapis blanc. Le faux récit qu'il avait soigneusement construit pendant des années lui échappait violemment entre ses mains tremblantes. Le fantôme venait de se matérialiser, et il était bien plus puissant que le roi. Je pense vraiment que vous vous trompez lourdement, Vespé, a bafouillé Alaric à haute voix, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la pièce. Sa voix était aiguë et essoufflée. Gideon dépend fortement de nous pour l'argent. Il conduit une Subaru rouillée de 12 ans. Il n'a pas de client corporatif. Il est juste confus à cause de ses analgésiques. Je pense que nous devrions complètement arrêter de faire semblant maintenant, Alaric, les jeux interrompus, ma voix résonnant clairement et puissamment dans la pièce silencieuse et attentive. Je me suis appuyé lourdement sur ma béquille droite et j'ai plongé ma main libre au fond de la poche de mon lourd manteau d'hiver. Gideon, s'il te plaît, ne fais pas ça maintenant, m'a prévenu Kreza depuis le seuil de la cuisine, sa voix tremblant sous l'effet d'une panique absolue. Ses mains tremblaient si fort que le plateau d'argent à hors-d'œuvre s'entrechoquait bruyamment contre ses bagues en diamant. Ne pas faire quoi exactement, Kreza, ai-je demandé calmement, tournant lentement la tête pour lui faire face.
Ne pas dire à tes riches invités que j'ai payé la compte massif pour le traiteur coûteux qu'ils sont en train de manger? Ne pas leur dire que j'ai acheté le vin millésimé qu'ils boivent directement depuis mon compte courant personnel. Il est fortement sous traitement, a soudainement crié Alaric à plein poumon, sa voix résonnant frénétiquement sous le plafond voûté. Je ne suis absolument pas confus, Alaric, ai-je dit d'une voix forte. J'ai lentement sorti l'épaisse et lourde enveloppe Kraft que Lucian avait préparée pour moi. Ce n'était pas un cadeau de Noël. C'était le dossier juridique dévastateur qui allait mettre fin à son règne de terreur. Et je ne suis absolument pas un perdant stagnant. Les perdants ne financent pas entièrement ton style de vie de luxe factice pendant 3 années complètes pendant que tu prétends être un riche magnate des affaires devant tes amis. J'ai boité résolument vers la console en verre coûteux située juste à côté de l'endroit où Magnus et Evandé, les 2 importants investisseurs providentiels, se tenaient en état de choc complet. J'ai déposé fermement la lourde enveloppe juridique sur le verre avec un bruit sourd incroyablement satisfaisant. Ce document est une demande formelle et juridiquement contraignante pour le remboursement immédiat de la somme de 399 600 $ que je t'ai personnellement prêté depuis que ton entreprise a fait faillite il y a 3 ans, ai-je dit, m'adressant à toute la pièce d'invité VIP. Tout en gardant mes yeux durs fixés sur mon frère aîné. Cette somme massive comprend officiellement les frais de scolarité de l'école privée coûteuse de tes enfants, que tu as menti en prétendant payer avec tes primes d'entreprise. Elle comprend également le leasing mensuel de la Mercedes blanche garée dehors et l'hypothèque de 6 500 $ pour le sol même sur lequel vous vous tenez tous. Tu mens complètement. A hurlé Alaric avec violence, se jetant physiquement vers la table en verre pour attraper l'enveloppe. Evandé, le plus grand des 2 investisseurs fortunés, s'est instantanément interposé devant Alaric, levant la main comme un agent de police. Laissez cet homme parler, a dit Evandé froidement, ses yeux acérés se fixant dangereusement sur l'attitude pitoyable d'Alaric. J'ai annulé définitivement tous les paiements bancaires automatiques il y a 3 jours, ai-je continué, me sentant physiquement plus léger et incroyablement puissant à chaque mot qui sortait de ma bouche. Parce que tu m'as fièrement dit au téléphone que je ne cadrais pas avec ton esthétique exclusive. Tu avais raison. Je n'ai absolument pas ma place ici parce que, moi, je paie mes factures colossales avec mon propre argent. Gideon, tu es en train de ruiner complètement cette famille. A soudainement hurlé mon père, Thaddeus, depuis le canapé en cuir près de la cheminée, le visage prenant une teinte sombre et violacée. Ma mère, Rowena, était assise à côté de lui, ses mains couvrant sa bouche d'horreur. Comment oses-tu embarrasser ton frère ainsi devant ses pairs? Nous avons donné à Alaric toutes nos économies de retraite. Nous avons complètement vidé ton futur fonds universitaire et l'héritage de ton grand-père pour bâtir son entreprise. Si tu détruis sa réputation ce soir, tu nous détruis tous. Nous n'avons plus rien du tout. Ce second rebondissement a frappé la pièce comme un tremblement de terre massif et dévastateur. Mes propres parents avaient secrètement financé ces premiers échecs en utilisant de l'argent qui nous appartenait de droit à tous les 2. Ils s'étaient littéralement poussés au bord de la pauvreté juste pour maintenir le statut d'enfant prodige d'Alaric. Ils avaient littéralement misé toute leur vie sur un cheval perdant, vidant leur compte. Et maintenant, ils exigeaient de manière agressive que je continue à payer ces dettes de jeu terribles pour sauver leurs fragiles égos. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu s'étouffer. La vérité était enfin révélée au grand jour, saignant sur leur tapis blanc hors de prix. Soudain, le salon sombre a été violemment baigné d'une lumière orange et jaune clignotante et agressive. Les couleurs vives et clignotantes provenaient directement de la grande baille vitrée faisant face à la rue. Tout le monde dans la pièce s'est tourné simultanément vers la vitre. Dehors, dans la neige glaciale, une énorme dépanneuse avait fait marche arrière directement sur la pelouse avant, contournant complètement l'allée pour atteindre le côté de la maison. Les gyrophares brillants se reflétaient intensément sur la neige qui tombait, projetant une lueur stroboscopique digne d'une boîte de nuit sur le sapin de Noël parfaitement décoré à l'intérieur. Un homme corpulent et baraqué portant une veste haute visibilité épaisse s'est extirpé de la cabine du camion en tenant un porte-bloc métallique. Il s'est avancé d'un pas assuré vers la lourde porte d'entrée en chêne, qu'Alaric avait laissée partiellement ouverte, et a frappé fort sur le panneau de verre. « Je cherche une certaine Cresa », a crié l'agent de saisie d'une voix forte, un peu étouffée mais parfaitement audible à travers la vitre froide. « J'ai une ordonnance légale urgente pour la saisie immédiate d'une Mercedes blanche. Je la vois cachée sur le côté de la maison derrière les buissons. Vous pouvez me remettre la clé électronique tout de suite, madame, ou je peux utiliser le crochet en acier pour la traîner hors de la terre de force. C'est votre choix absolu. »
Le silence écrasant à l'intérieur du salon massif était total et complètement étouffant. Les mains de Kreza ont fini par lâcher prise. Elle a violemment laissé tomber le lourd plateau d'argent rempli de hors-d'œuvre directement sur le parquet. Le bruit sec et fracassant des assiettes en céramique brisées et l'éclaboussure désordonnée du cocktail de crevettes volant à travers le tapis blanc immaculé fut le seul son qui résonna dans l'immense maison. Vespé, la vice-présidente, a lentement regardé par la baie vitrée les gyrophares jaunes de la dépanneuse, puis a regardé directement la lourde mise en demeure juridique posée de manière menaçante sur la table en verre, et a enfin posé son regard profondément déçu sur Kreza. L'expression de son visage n'était pas de la colère. C'était une pitié profonde et sincère, ce qui est infiniment pire dans le monde impitoyable des affaires. Je pense que nous devrions tous partir immédiatement, a dit très doucement Vespé aux deux investisseurs, posant fermement sa coupe de champagne en cristal sur la table la plus proche. Non, attendez, s'il vous plaît, s'est écrié Alaric, se précipitant désespérément vers eux, rampant presque sur le cocktail de crevettes gâchées, attrapant agressivement la manche de la veste de costume extrêmement chère de Magnus. Magnus. Et Vendée. Vespé, s'il vous plaît. C'est une énorme erreur bancaire, un malentendu complet. Mon frère est mentalement instable et essaie activement de saboter ma transaction. Nous pouvons régler cela tout de suite. Magnus a violemment repoussé la main désespérée d'Alaric de sa veste de costume coûteuse comme si le tissu était soudainement couvert d'une boue radioactive toxique. La seule erreur massive ici ce soir, Alaric, a dit l'investisseur avec une froideur glaciale et calculée, a été ton arrogance à supposer que nous n'allions pas faire nos vérifications préalables approfondies. Nous étions pleinement conscients que le statut de ton cabinet de conseil était en défaut de paiement. Nous sommes venus ce soir pour voir si tu serais honnête et transparent concernant ta trésorerie. De toute évidence, l'honnêteté n'est pas ton fort. Ne contacte plus jamais mon bureau. Les investisseurs ont fait demi-tour et sont sortis d'un pas assuré. Ils ont enjambé sans hésiter le désastre sur le tapis coûteux. Ils sont passés rapidement devant un Alaric stupéfait et en hyperventilation. Ils ont franchi la lourde porte d'entrée, ignorant totalement l'agent de saisie corpulent qui actionnait des machines hydrauliques bruyantes pour accrocher fermement la Mercedes blanche adorée de Kreza, et ont disparu dans la nuit d'hiver glaciale. Je me tenais complètement seul au centre du salon dévasté, appuyé sur mes béquilles. Le reste des invités de la haute société, les riches voisins et les lointaines connaissances professionnelles se précipitaient vers le vestiaire, impatients d'échapper au malaise radioactif de la situation. Je veux un divorce complet, a soudainement hurlé Kreza à plein poumon, ses cheveux parfaitement coiffés tombant en désordre devant son visage. Elle a pointé un doigt tremblant de rage vers Alaric. J'en ai absolument fini avec cette vie de mensonge. Je demande la garde exclusive de Fignan et Lyra et je retourne dans la propriété de mes parents dès demain matin. Tu as complètement détruit ma carrière professionnelle devant ma patronne. Alaric a lentement tourné la tête vers moi. Il avait l'air incroyablement petit. Il semblait avoir vieilli d'un coup. La veste en velours bordeaux ridicule ressemblait soudain à un déguisement bon marché et mal ajusté provenant d'une mauvaise pièce de théâtre de lycée. Tu as complètement détruit ma vie, a-t-il chuchoté d'une voix brisée, des larmes chaudes coulant rapidement sur son visage pâle. Tu as détruit tout ce que j'avais bâti. Non, Alaric, ai-je dit calmement, en ajustant ma prise sur mes béquilles. Je n'ai rien détruit. J'ai juste fini par allumer les projecteurs pour que tout le monde puisse voir la pourriture. Les conséquences immédiates ne furent pas une bagarre physique explosive et violente. Ce fut un dégonflement lent, pathétique et douloureux de leurs égos démesurés. Je ne suis pas resté dans l'allée froide pour regarder la belle voiture de luxe se faire remorquer violemment dans la nuit. Je ne suis pas resté pour écouter Kreza hurler furieusement qu'elle allait engager un avocat de divorce impitoyable pour réclamer le moindre centime de leur compte vide. Je ne suis pas resté pour entendre mes parents, Thaddeus et Rowena, pleurer bruyamment sur la perte totale de leur fonds de retraite et de leur réputation sociale détruite. Je suis simplement sorti par la porte d'entrée, je suis monté avec assurance dans ma Subaru Outback de 12 ans d'âge, entièrement payé et très fiable, je me suis assis tranquillement sur le siège du conducteur et j'ai juste respiré. Pour la première fois depuis de longues années, le poids écrasant et étouffant qui pesait sur ma poitrine, le fardeau des secrets à garder, le stress financier massif et le besoin constant et épuisant de protéger aveuglément ma terrible famille de la dure réalité s'étaient complètement évanouis. La mort dramatique de cette dynamique familiale toxique ressemblait exactement à des funérailles attendues depuis trop longtemps. Mais au lieu d'un chagrin immense, je ne ressentais qu'une paix incroyable et envahissante. Je suis rentré chez moi,
Je me suis préparé une grande tasse de chocolat chaud et j'ai calé mon genou opéré sur un oreiller. J'ai passé le jour de Noël entièrement seul dans ma maison silencieuse. Et ce fut de loin le jour de fête le plus paisible et le plus merveilleux que j'ai jamais vécu de toute ma vie. Dans les mois stressants qui ont suivi de près cette fête désastreuse, le faux château de cartes s'est complètement effondré en poussière. Sans mon financement mensuel massif, et sans aucun investisseur fortuné prêt à le soutenir, Alaric n'a pas pu assumer l'hypothèque boursouflée. La banque a engagé une procédure de saisie agressive sur la propriété. Ils ont été contraints de mettre la vaste demeure sur le marché immobilier fin janvier. Elle s'est vendue relativement vite, mais après avoir remboursé la dette bancaire massive et les nombreuses hypothèques légales, y compris la mise en demeure de près de 400 000 $ que mon avocat Lucian avait déposé avec une efficacité impitoyable. Ils sont repartis sans rien d'autre que les vêtements qu'ils avaient sur le dos. Le faux rêve d'entreprise a officiellement connu une mort tranquille et pathétique. Cresa a mis sa menace à exécution. Elle a immédiatement demandé le divorce, a réclamé la garde exclusive des enfants et s'est installée chez ses parents. Alaric a été contraint d'emménager dans un petit appartement de 2 pièces incroyablement déprimant près du centre-ville bruyant. Il a enfin dû trouver un vrai travail éreintant. Il n'était plus PDG. Il est devenu un gestionnaire de compte de niveau intermédiaire, très stressé, vendant agressivement des systèmes de climatisation commerciale par téléphone. Mes parents, Thaddeus et Rowena, ont été contraints de postuler discrètement à des emplois de caissier à temps partiel dans un magasin de bricolage local, à près de 80 ans, parce qu'ils avaient bêtement remis toutes leurs économies à Alaric. Je n'ai pas parlé à un seul membre de ma famille pendant 6 mois complets. J'avais profondément besoin de cette distance physique et émotionnelle. J'avais besoin de temps calme pour guérir de la douloureuse prise de conscience que mes parents et mon frère aîné m'avaient uniquement considéré comme une ressource financière jetable plutôt que comme un être humain. Mais fin avril, alors que le temps printanier commençait à réchauffer la ville, mon téléphone a vibré pour un message. Ce n'était pas d'Alaric. C'était de mon neveu Finian. « S'il te plaît, tu peux venir à mon match de foot aujourd'hui, oncle Gideon ? Papa dit qu'il doit travailler et qu'il ne peut pas venir. » J'y suis allé. Mon genou avait complètement guéri à ce moment-là, me permettant de marcher sans boiter. Je me suis assis tranquillement sur les gradins en aluminium froid, vêtu d'un jogging confortable et d'un simple sweat à capuche, regardant avec fierté mon jeune neveu courir sur un terrain de sport d'école publique légèrement boueux et très irrégulier. Il ne portait plus le coûteux uniforme d'école privée sur mesure. Il avait l'air un peu plus ébouriffé, un peu plus fatigué, mais il semblait aussi sincèrement plus heureux et beaucoup plus léger. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, il a couru avec enthousiasme à travers le terrain vers moi. Ma nièce Lyra était là aussi, assise tranquillement dans l'herbe verte, dessinant joyeusement dans le carnet de croquis professionnel que je lui avais offert pour Noël. « Oncle Gideon » a crié Finian, en jetant ses bras autour de moi et en mettant de la boue humide sur ma veste propre. Je ne m'en souciais pas le moins du monde. « Salut, bonhomme » ai-je dit chaleureusement, en le serrant fort à mon tour. Papa nous a dit que tu étais secrètement super riche, a dit Finian innocemment, en se reculant pour me regarder avec de grands yeux curieux. Est-ce que c'est vrai? J'ai ri d'un rire sonore et sincère qui m'a fait un bien fou à la poitrine. Je suis très à l'aise, Finian. Je suis à l'aise parce que je travaille incroyablement dur chaque jour et que je n'achète pas d'objets coûteux. Je n'ai pas besoin d'impressionner les gens qui ne se soucient pas de moi. Papa a dit qu'il était vraiment désolé, est intervenu soudainement Lyra, sans même lever les yeux de son dessin coloré. Il a dit très fort à maman qu'il avait été incroyablement stupide. J'ai lentement levé les yeux à travers le terrain boueux et j'ai vu Alaric debout, tout seul, près de la clôture du parking. Il portait un coupe-vent bon marché et froissé et un pantalon kaki taché. Ce n'était plus l'enfant prodige. Ce n'était pas un faux magnate des affaires. C'était juste un homme profondément brisé, extrêmement stressé, travaillant d'arrache-pied pour payer sa pension alimentaire. Il m'a vu le regarder et a lentement, avec hésitation, levé la main pour me faire un petit signe. Il n'a pas osé s'approcher des gradins. Il a gardé sa distance physique, respectant enfin la barrière inamovible que j'avais établie sur le plan juridique et émotionnel. Je ne lui ai pas rendu son signe de la main, mais j'ai fait un léger mouvement de tête ferme. Ce n'était pas un pardon instantané. Il me faudra des années de thérapie constante pour envisager de pardonner une telle trahison, mais c'était la reconnaissance qu'il vivait enfin dans le monde réel avec le reste d'entre nous. Alors que nous marchions lentement vers ma voiture fiable et entièrement payée,
j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement profond et important. Alaric avait eu tout à fait raison sur un point précis lorsqu'il m'avait appelé ce jour-là au téléphone. Cette fête de Noël hautement exclusive n'était absolument pas un endroit pour les perdants. Mais en me tenant là, tenant la petite main de ma douce nièce, sachant que mon hypothèque était entièrement payée, que mes comptes d'investissement massifs étaient sécurisés et que ma conscience était tout à fait tranquille, je savais exactement qui était le vrai gagnant. Je n'étais pas l'homme incroyablement insécure qui avait désespérément besoin d'un public riche pour se sentir valorisé. Je n'étais pas l'homme pathétique qui dépendait d'une veste en velours louée et d'une voiture de luxe en leasing pour se sentir important dans une pièce pleine d'inconnus. J'étais Gideon. J'étais la fondation silencieuse. J'étais l'écrivain de l'ombre. Et pour la première fois de ma vie, j'avais réécrit avec succès ma propre histoire et réparé ma propre vie d'abord. Et laissez-moi vous dire que cette incroyable paix d'esprit est la meilleure esthétique qu'une personne puisse jamais porter. Certains disent que j'ai été trop impitoyable de détruire toute sa vie le soir du réveillon de Noël. Mais si vous aviez été contraint de porter le poids écrasant de leur ingratitude pendant 3 longues années pendant qu'ils vous traitaient comme de la terre, auriez-vous fait exactement la même chose? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. On se voit dans la prochaine.